Est-ce que tout le monde m'entend bien ou est-ce qu'il y a un couac quelque part? Tout va bien? Pas trop? Vous mettez peut-être plus près qu'on entendrait peut-être. Comme ça? Ah oui, ok. Ouais, ok, ça va, on va essayer de le laisser assis. Alors, bonjour tout le monde, je vous remercie d'être venus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Moi, c'est Grégory Kirchfing, je suis comportementaliste et éducateur canin à temps plein depuis 10 ans. Et j'arrive au nombre de presque 5000 chiens aidés. Ça en fait des toutous. J'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle La méthode grecque, l'éducation canine sans tabou, sur laquelle j'aime aborder des sujets un peu polémiques, pas toujours très populaires, parce que la vérité peut parfois déranger certaines personnes. Aujourd'hui, je suis venu vous parler du monde canin en général, vous expliquer comment ça fonctionne, ou pas, et toutes les aberrations dont les gens n'ont pas toujours conscience. Je vous rassure, je ne vais pas blablater trop longtemps, ni vous faire une présentation à rallonge, j'ai plutôt envie d'avoir un échange avec vous. L'idée est que chacun puisse participer. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à lever la main, je vous donnerai la parole. Aujourd'hui, on est là pour parler d'éducation canine sans tabou. Sentez-vous libre d'aborder n'importe quel sujet, du moment que ça concerne les toutous. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de chiens atteints de problèmes de comportement. Ce problème ne cesse de grimper, ce qui entraîne également beaucoup d'abandons en refuge. Ils n'ont jamais été aussi remplis. On considère que 50% des abandons de chiens sont dus à des problèmes de comportement. Le monde canin dysfonctionne de plus en plus et on va se poser la question ensemble, à qui la faute ? Et pour ce faire, je vous invite à suivre les aventures de Caroline et Paco, des personnages tout à fait fictifs, mais qui représentent très bien les témoignages et le vécu de centaines de clients que j'ai aidés. Avant de commencer, je tiens de faire un disclaimer. Je vais vous parler de tout ce qui ne fonctionne pas dans le monde canin et de certaines pratiques douteuses. Je précise qu'il existe fort heureusement des gens honnêtes qui font du très bon travail dans notre domaine, que mes propos visent une partie du secteur, mais heureusement pas tout le monde. Caroline possède un chien, Paco, qui ne s'entend pas avec les autres chiens. Caroline ne s'en sort plus, la situation s'aggrave de balade en balade. Elle est dépassée et n'ose plus trop sortir son chien de peur qu'il agresse un autre chien et parce qu'elle a énormément de mal à le tenir. On est ici face à un problème de sociabilisation. Son chien n'est pas méchant, c'est juste qu'il ignore comment se comporter vis-à-vis de ses congénères. Parce qu'il n'a pas fait suffisamment de sociabilisation ou qu'il en a peur parce qu'il s'est peut-être fait attaquer une fois par un autre chien. Mais ça, Caroline l'ignore, elle n'est pas une professionnelle du chien. Lorsqu'on rencontre un souci avec son chien, le premier réflexe sera de se rendre au club canin. Caroline va donc s'inscrire au club canin de sa région, sauf qu'en tant que particulier amateur, Caroline ignore qu'il existe de bons clubs compétents et d'autres qui le sont moins. Et même si elle le savait, elle ignorerait comment reconnaître un bon club d'un mauvais. Le club canin où s'inscrit Caroline est animé par des bénévoles. Et en fonction du moniteur à qui elle va poser ses questions, elle recevra des réponses différentes, parfois contradictoires. Surtout, il ne faut pas se fâcher. Tu dois l'engueuler un bon coup. Ne sachant plus qui écouter, elle va se sentir perdue. Paco ne progresse pas et réagit toujours aux autres chiens. De plus en plus, les moniteurs vont lui demander de se mettre à l'écart car il estime que son chien dérange le cours et devient dangereux. Plus Paco sera à l'écart, moins il verra de chiens et plus le problème va s'aggraver. Alors, je vais vous poser une question. N'hésitez pas à lever la main pour répondre si vous savez ou que vous pensez savoir. Qui sait ou pense savoir ce qu'il faut pour ouvrir un club canin en Belgique? Une licence. Non? La réponse, c'est rien, voilà. Alors, il faut quand même un petit truc. Donc, effectivement,
Si vous avez pensé y connaître quelque chose en chien, avoir fait des études ou avoir suivi une formation, effectivement, c'est que vous êtes fort optimiste, mais complètement crédule parce que vous avez tout faux. En fait, il suffit de créer une ASBL. Je vais attendre que les toutous se calment, voilà. Et donc je disais, en fait, il suffit de créer une ASBL et ça, a priori, n'importe qui peut le faire. Lorsque j'étais encore gamin, il y avait des maîtres chiens dans le dressage. C'était des professionnels qui étaient aptes à éduquer ou rééduquer n'importe quel chien, comme Paco. Et puis, comme on cherche toujours à faire moins cher, on s'est dit, et si on virait tous les maîtres chiens, parce qu'ils coûtent quand même un salaire, les bougres. On n'a qu'à prendre des bénévoles à la place, c'est gratuit. Évidemment, vous vous doutez qu'entre un maître chien professionnel formé et reconnu et un bénévole, il n'y a pas la même expertise ni les mêmes compétences. Certaines fédérations en Belgique essayent de garantir un certain niveau en ayant des exigences de formation des moniteurs envers leurs affiliés, comme la Royal Saint-Hubert par exemple, mais même eux sont conscients de leurs limites. Alors, avant, on va déjà vous passer un petit extrait. C'est des témoignages que j'ai eus de certains clients qui se sont rendus avec leur chien dans un club d'éducation canine. Tout d'abord, j'ai changé de club car on m'a dit que je n'arriverais plus à rien avec elle. Et dit « Ah, mais je ne sais rien faire pour vous ». On me proposait aucune solution, il n'y avait absolument rien qui changeait. Et alors du coup, on peut passer directement à la slide suivante, qui est tout simplement un extrait du manuel de la Royal Saint-Hubert. Alors je ne vous fais pas tout lire, il y a juste le truc en jaune qui est intéressant. C'est en fait même la Royal Saint-Hubert reconnaît que ce n'est pas le rôle des moniteurs en club canin de régler les problèmes de comportement. Donc si c'est un problème physique, il renvoie vers un vétérinaire, et si c'est un problème comportemental, il renvoie vers un comportementaliste. Mais ce que les personnes ne font pas forcément, tout simplement. Et du coup, je continue ma petite histoire. Donc, pour le problème de réactivité congénère du chien de Caroline, c'est en dehors de leur domaine de compétences, mais ça, personne ne lui a dit avant qu'elle ne s'inscrive au club. Au bout de quelques mois passés en club, sans résultat significatif, et à force d'être mis à l'écart, Caroline va abandonner le club et de tenter de trouver une solution à son problème. Caroline va faire appel à une comportementaliste canin. Elle va aller la voir dans son cabinet pendant 1 heure. La comportementaliste lui expliquera tout ce qu'elle fait de mal avec son chien, lui expliquera que pour le moment, il vaut mieux éviter de croiser des autres chiens de trop près. Caroline sortira de la séance un peu étonnée, car à part discuter et aborder des notions théoriques, à aucun moment on a travaillé son chien en présence d'autres chiens. Ça doit vous sembler lunaire comme situation, mais vous seriez étonné du nombre de comportementalistes ou de vétérinaires comportementalistes qui ne font aucun travail pratique avec leurs chiens de leurs clients. À nouveau, on va vous passer un petit extrait. Est-ce que, en dehors de dire il faut donner des médicaments, est-ce qu'il y a eu un travail comportemental? En gros, non. Qu'avez-vous fait comme exercice pratique avec le chien? Rien du tout. On est resté 1h30 dans le bureau, Ouais. moi, mon compagnon et le chien. On ne s'en occupait pas. Parc de Chauffontaine, où là, on se tenait surtout bien loin des autres chiens. La séance suivante, ça a encore été blablabla. Et puis elle a dit, voilà, c'est terminé, c'est réglé. Ah bon? Mais seulement vraiment ici, du contact comme ceci, ça je ne l'avais jamais fait. Mais il confrontait jamais les chiens aux autres, donc moi il n'était pas en train de résoudre mon problème. La seule chose qu'elle m'avait conseillé, c'était de mettre des paillasses, que le chien ne voit plus rien. Où le chien est à la fenêtre, elle m'a dit, descendez le store pour qu'il ne voit pas à l'extérieur. Mais enfin bon, il n'est pas sourd non plus. À nouveau, on va faire un petit jeu pour celui qui a compris la logique du monde canin, qui pense savoir ce qu'il faut pour devenir comportementaliste canin en Belgique. Presque. Alors, effectivement,
La bonne réponse était avoir sa gestion pour devenir indépendant. Donc on doit quand même pouvoir être indépendant. Alors effectivement, si vous avez pensé à une formation sur le comportement des chiens, faire des études ou faire un stage, vous avez tout faux. Il faut juste avoir un numéro de TVA. Comme ça, l'État va pouvoir percevoir 21% de votre travail, que vous fassiez du bon travail ou pas. On s'en fout tant que vous payez. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe en Belgique. Donc, en Belgique, n'importe qui sans la moindre expérience peut devenir éducateur ou comportementaliste canin, car le métier n'est pas reconnu. Vous pouvez donc tomber sur des gens qui sont très bons, qui sont formés sérieusement, comme vous pouvez tomber sur un soi-disant professionnel qui s'est lancé après avoir regardé 2 vidéos sur Internet. Pour la petite histoire, j'ai contacté à 3 reprises les différents ministres du bien-être animal qui sont succédés afin de leur parler de la nécessité de faire reconnaître la profession et bien évidemment, comme nous sommes en Wallonie, rien n'a bougé. Revenons à Caroline. Elle vient de dépenser une centaine d'euros chez une comportementaliste qui n'a même pas travaillé son chien. Évidemment, son chien réagit toujours sur ses congénères. Après 2 échecs, Caroline est démotivée. Elle a perdu pas mal de temps et d'argent sans avoir réussi à progresser avec Paco. Elle tombera ensuite sur une personne qui va lui proposer de faire une communication animale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des charlatans qui prétendent pouvoir dialoguer avec votre animal sur base d'une simple photo de votre chien pour lui transmettre et recevoir des messages de sa part. Souvent, ils vous diront que le problème ne vient pas du chien mais de vous et vous inviteront à faire un travail sur vous et vos émotions, payant bien entendu. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il n'y a jamais le moindre résultat à la fin. Non, je suis un peu mauvaise langue, il y en a quand même un, votre portefeuille est plus léger. Vous me direz peut-être, oui, mais Greg, peut-être que ça fonctionne parfois, on ne peut pas vraiment savoir. Alors si, en fait on sait, il y a eu des études scientifiques qui sont penchées sur la communication animale. On a présenté des photos d'animaux à 2 groupes, un groupe de personnes qui prétendaient être communicants et un groupe de personnes qui ne l'étaient pas. Et on leur a tout simplement demandé de nous dire si l'animal est vivant ou mort, tout simplement. Et alors, il faut savoir, donc ça c'était la vidéo suivante, mais comme le son ne marche pas, je vous l'explique, que le résultat, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est que les 2 groupes avaient exactement les mêmes résultats. Donc en fait, c'est juste un résultat de « on a tapé au hasard », et voilà, mais il n'y a aucune preuve qui dit que ça fonctionne d'une quelconque façon. Caroline est complètement désespérée avec le comportement de Paco. Elle essayera également les fleurs de bac sur recommandation d'une vétérinaire. Les fleurs de bac, c'est un mélange de plantes qui, pour les gens avec des croyances infondées, améliorerait le comportement des chiens. À nouveau, qu'on y croit ou pas, chacun ses croyances. Par contre, la communauté scientifique s'est penchée dessus et est unanime. Ce n'est ni plus ni moins qu'un placebo hors de prix. Il n'y a aucun principe actif là-dedans. Et puis un jour, en rentrant chez elle, Caroline va mal refermer sa porte d'entrée. Paco va s'échapper de la maison et aller mordre un chien qui se promenait dans la rue avec son maître à ce moment-là. Le propriétaire du chien agressé portera plainte parce que ça fait un moment que les réactions de Paco sur les autres chiens font peur aux gens du quartier. Je pense que si vous avez un chien, vous pouvez facilement vous imaginer la détresse émotionnelle dans laquelle se trouve Caroline. Mon chien que j'aime tant est dangereux. Il a blessé un autre chien. Et si un jour il faisait pareil avec un enfant, j'en fais quoi de ce chien? Est-ce que la police va le faire piquer? Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de l'éduquer. J'ai tout fait. J'ai été au club avec lui. J'ai été voir une comportementaliste. J'ai essayé la communication animale et les fleurs de bac. Et rien de tout ça n'a fonctionné. Mais je l'aime, mon chien. Peut-être que Paco a un problème dans sa tête. Peut-être que je devrais le faire partir car il est dangereux. Ou l'abandonner en refuge. Est-ce qu'il est vraiment heureux avec moi à tout le temps rester à l'intérieur car j'ose plus le sortir? Ce sont beaucoup de questions un peu honteuses que beaucoup de maîtres en difficulté se posent. Ils ne peuvent pas en parler de peur du regard des autres. Abandonner ton chien, mais c'est scandaleux. Pour l'opinion populaire, il n'y a pas de mauvais chiens, que des mauvais maîtres. Caroline est pointée du doigt par ses voisins alors qu'elle est la première à souffrir de la situation avec Paco.
Mais si on y réfléchit un peu, et c'est le but de cette conférence, d'où vient vraiment le problème? Est-ce que c'est la faute de Caroline? Peut-être un peu si elle l'a mal sociabilisé lorsqu'il était petit, mais elle a tout fait pour y remédier. Est-ce que c'est la faute de Paco? Si on ne lui avait jamais appris convenablement, il n'est pas censé savoir, ce pauvre chien. À mon sens, c'est de notre faute à nous, les professionnels de l'éducation canine, ou plutôt la faute de tous ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils n'ont pas les compétences pour aider Caroline et Paco, mais qui prendront tout de même son argent. C'est également la faute du gouvernement qui refuse de prendre des mesures pour faire reconnaître la profession et l'encadrer un minimum. C'est parce que rien n'est réglementé que n'importe qui, sans compétence, peut dire à Caroline de faire n'importe quoi avec son chien. La logique voudrait qu'il y ait une obligation d'avoir suivi une formation avant d'exercer. C'est parce que le gouvernement refuse de prendre une décision ferme envers des pratiques alternatives et démontrées inefficaces, comme la communication animale ou les fleurs de bac, qu'il y a des centaines d'accidents impliquant des chiens comme Paco. Car le propriétaire pense avoir fait quelque chose pour régler le problème, alors qu'en réalité, ce n'est que du vent dispensé par des charlatans. L'éducation canine va de plus en plus mal, les compétences se perdent et il devient de plus en plus difficile de trouver une aide efficace lorsqu'on rencontre un problème avec son chien. Dans le monde de l'éducation canine, vous trouvez le meilleur comme le pire, mais sachez qu'il n'existe quasiment aucune barrière légale pour freiner l'incompétence et le charlatanisme. Je conclurai sur ces 2 points. Renseignez-vous énormément sur les professionnels de l'éducation canine avant de leur confier votre chien. Les avis Google peuvent être une première piste. Insistez auprès de la personne pour savoir si elle va faire des exercices avec votre chien ou si ce sera juste du blabla dans un cabinet. Car un chien, ça se travaille. Toutes les pratiques alternatives ou holistiques, oubliez. Si ça fonctionnait, ça se saurait. Renseignez-vous également car il existe bien souvent des études scientifiques qui démontrent l'inefficacité de ces pratiques. Je terminerai sur un appel à l'aide pour l'éducation canine, pour toutes ces personnes comme Caroline ou tous ces chiens comme Paco qui finissent en refuge ou euthanasiés car leurs maîtres sont dépassés par la situation. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait éventuellement faire changer les choses, je suis preneur. J'espère que la conférence vous a plu. Certes, c'était pas le sujet le plus marrant du monde, mais j'espère au moins vous avoir interpellé. Si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Question pratique, on peut aller à un moment donné ou à un autre avec des chiens, avec lui donner des conseils, des machins. Vous pouvez vous rapprocher, j'entends pas très bien d'ici. Comme ça, tout le monde en profite. Allez pour le micro, comme ça tout le monde entend. C'est mieux. Merci, bonjour. Est-ce que vous viendriez, après ici la conférence, à l'extérieur et checker un coup sur le chien et voir « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire ?» On en profite, vous êtes là. Oui, si vous voulez, c'est avec plaisir. Moi, je dis toujours, en fait, il faut qu'il y ait une demande de la part de personnes, tout simplement. À partir du moment où il y a une demande, moi je ne dirai jamais non, tout simplement. Donc vraiment aucun problème. Et il faut savoir que peu importe le problème avec le chien, il y a une solution. Maintenant voilà, moi dans la vie de tous les jours, je ne vais jamais, même si je vois un chien qui a un souci, moi je ne vais jamais aller trouver les personnes parce que le but n'est pas de s'imposer, de pointer le problème du doigt. Je pars du principe que si la personne le souhaite, je l'aide avec plaisir, mais si elle n'a pas demandé de l'aide, c'est pas moi qui vais m'en mêler, tout simplement. Autre question? Oui, vous pouvez venir. Parce qu'il va pas très loin, le micro. Je voulais savoir à partir de quel âge on peut sortir les chiens, parce qu'entre la version du vétérinaire et celle du comportementaliste, il y a un gouffre. Alors, c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Et alors, il faut savoir qu'effectivement, personne n'est d'accord. Alors, je vous explique.
D'un point de vue vétérinaire, le chien en fait doit faire un premier vaccin qu'il fait souvent lorsqu'il est chez l'éleveur. Et en tant que particulier, vous devez faire un deuxième vaccin à votre chien. Et le vaccin va se faire plus ou moins vers l'âge de 3 mois. Le vétérinaire, lui, va vous dire que tant que le chien n'est pas totalement vacciné, tant que la couverture vaccinale n'est pas complète, il ne faut surtout pas sortir le chien parce qu'effectivement, il pourrait éventuellement attraper quelque chose à l'extérieur. La version du comportementaliste, et moi c'est la version que je vais vous donner, c'est que le chien, en fait, il va faire sa période d'imprégnation. L'imprégnation, en fait, c'est ce qu'on appelle la sociabilisation primaire. Et ça va avoir lieu en moyenne jusqu'à 16 semaines, donc 4 mois. Il y en a où c'est un peu plus, il y en a où c'est un peu moins, ça va dépendre un peu des chiens. Le problème, c'est que les premiers mois sont plus importants que les suivants. Ça veut dire que si pendant 1 mois, je ne sors pas du tout mon chien, en termes de sociabilisation, je vais complètement flaguer ma sociabilisation. Et alors, à mon sens, il vaut mieux un chien qui est bien sociable que de le laisser dans une bulle pendant 1 mois. Alors, je dis toujours à mes clients, ne faites pas ça comme des cow-boys. Il y a moyen de sociabiliser le chien quand il est petit et qu'il n'est pas tout à fait vacciné, en faisant ça intelligemment. Si vous avez des connaissances ou des gens dans un club canin ou dans un club de sociabilisation où vous êtes sûr que le chien en face est vacciné, vous pouvez le laisser jouer avec. A priori, il n'y a pas de souci, ou en tout cas, vous limitez les risques. C'est juste que, voilà, on va pas laisser son chien aller sentir les odeurs, rencontrer n'importe quel chien si on ne le connaît pas. Mais moi, en tout cas, je pense qu'il est super important de sortir le chien dès qu'on l'a, donc à 8 semaines, et de lui montrer un maximum de choses. Faites juste les choses intelligemment pour évidemment limiter les risques qu'il ne tombe malade. D'autres questions? Vous pouvez venir. S'il vous plaît. Merci. Nous, on a un chien, il a toutes les caractéristiques. Avec nous, il est charmant. Mais on a un chien qui a toutes les caractéristiques de ce qui est écrit sur votre camionnette. Bon, son histoire, c'était un chien qui a été saisi, c'était un monsieur qui a un syndrome de Noé. Et voilà, on ne sait pas ce qu'on peut faire. On a essayé. Écoutez, donc, ce qu'on peut faire, il y a vraiment aucun problème. Donc, c'est vraiment quelque chose, en fait, qu'on peut régler, sans aucun souci. Alors, s'il a effectivement, tous les syndromes sur la camionnette, dites-vous que là, on est quand même parti pour quelques séances. Pas tous, voilà. Mais voilà, en gros, il faut compter globalement. Je dirais que souvent, ce qui prend le plus de temps, c'est justement de refaire une sociabilisation, un peu comme c'était expliqué avec Paco. Donc comme ça, si vous savez, je vous donnerai une petite carte, comme ça vous avez mes coordonnées. Mais nous, en fait, on possède un club de sociabilisation. Le but n'était pas d'avoir un club canin, comme il existe beaucoup. Enfin, on en a aussi, mais voilà, c'est sa petite histoire, mais c'est pas ça le propos. Ici, le but, en fait, c'est vraiment un club qui n'est là que pour resociabiliser des chiens qui ont du mal avec leurs congénères, ou justement sociabiliser des chiots et faire ça bien tant qu'ils sont petits pour que la socialisation se passe bien. Mais c'est quelque chose qu'on sait travailler sans aucun souci, en fait. Moi, je vous expliquerai comment régler tout ça, tous les protocoles à mettre en place. Et alors, justement, nous, on a un club pour pouvoir que les clients puissent venir travailler ça. Parce que moi, j'estime qu'effectivement, c'est important la pratique avec un chien. Parce que, voilà, vous expliquez pendant 1h30 comment il faut faire. C'est bien, c'est nécessaire, mais si on sort jamais, que le chien ne voit jamais d'autres chiens, malheureusement, le problème ne va jamais se régler. Un chien, ça se travaille. D'autres questions? Je vous passe le micro. Oui, merci. Moi, j'ai un léger problème. Je vais d'abord me présenter un peu. Je prends chaque fois des chiens qui viennent de la SPF. Oui. C'est déjà avec le 5e de régime alimentaire que j'adopte de là-bas. Mais ils ont chacun un vécu, donc il faut chaque fois. Pour l'instant, j'ai quelques difficultés parce que le chien que j'ai adopté il y a 3 mois maintenant, il est agressif avec les autres chiens. Pas avec les personnes, pas avec les enfants.
Il a les marques a priori, mais je n'ai pas les antécédents, c'est là le défaut, parce qu'il a des coupes à l'oreille. Donc ça peut dire qu'à un moment ou à un autre, soit il a été attaqué et c'est peut-être ça qui réagit. Ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est qu'il pouvait aussi le faire pour moi, c'est-à-dire me protéger des autres chiens, parce que ce n'est pas nécessairement lui qui démarre le premier, mais si l'autre démarre, voilà, on peut voir un peu si vous parliez, mais je suis comportementaliste, je connais la fonction, mais c'était un peu court, alors donc dans ce cas-là, effectivement, ce que vous venez d'esquisser maintenant, ça pourrait être possible. Oui, tout à fait. Il aura 6 ans fin de l'année. Ok. Donc voilà, pour vous répondre, très bonne question. Donc, déjà, il faut savoir que l'âge du chien de base n'a pas vraiment d'importance. Et alors, la question, effectivement, c'est toujours de se demander pourquoi est-ce que le chien réagit comme ça. Alors ici, vous me dites que voilà, il a des marques aux oreilles, donc probablement qu'il a dû, à un moment donné de sa vie, se faire attaquer par un autre chien. Et alors, souvent, en fait, le chien, plutôt que de défendre son maître, il va plutôt souvent se défendre lui-même. Comme il a été attaqué, ce qui se passe, c'est qu'il est mal à l'aise avec les autres chiens. Il se dit, voilà, moi, quand je croise un chien, potentiellement, il peut m'attaquer. Et ce que le chien va faire, en fait, c'est que il va développer une réactivité vers les autres chiens. Dès qu'il va voir un chien, surtout si le chien a tendance à démarrer dessus, parce que plus il va être impressionné par l'autre chien, et plus il va chercher à se défendre. Et en fait, en réagissant comme ça, ça lui permet de mettre une distance avec l'autre chien. Il a remarqué que plus il faisait son cinéma, forcément, souvent la personne en face, elle va vous laisser passer, se reculer, changer de trottoir. Et donc, il se dit, voilà, plus je réagis sur les autres chiens, et plus en fait on m'évite et moi le chien il vient vers moi. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'il veut et comme il voit que ça fonctionne, ça va venir renforcer encore plus le comportement. Et donc c'est quelque chose en fait qu'on peut inverser. Il existe des protocoles en fait pour inverser ça et qui finissent par se dire oui, si je réagis je vais pas forcément y gagner quelque chose. Et par contre, si j'ai le bon comportement de ne pas réagir, là, ça va être plutôt positif pour moi. Et donc, il existe tous des protocoles, effectivement, qui permettent de faire le travail inverse. C'est-à-dire que si la réactivité a pu arriver, elle peut aussi repartir. D'autres questions ? S'il vous plaît. Moi, j'ai mon chien depuis décembre. Oui. J'ai toujours connu des chiens. Mais dès que j'ai ma fille qui habite à côté de chez moi, elle vient, elle aboie dessus. Une copine de mon autre fille vient, elle aboie dessus. On va promener dès que quelqu'un s'approche. Dès que quelqu'un arrive trop près de moi, elle aboie dessus. Ouais, ok. C'est plus ou moins le même cas, la même réponse que ce que j'ai expliqué ici à monsieur. En fait, c'est juste que là, le chien, à nouveau, on ne sait pas ce qu'il a vécu et ça, malheureusement, il ne saura pas nous le dire. Mais c'est que le chien, en fait, est mal à l'aise vis-à-vis de certaines personnes. Et c'est pour ça que le chien va aboyer sur les gens. Et donc, c'est la même chose, c'est les mêmes protocoles, en fait. À partir du moment où, pour le chien, on réassocie les personnes comme quelque chose de positif dans sa tête, vous allez, en fait, pouvoir le resociabiliser. Mais a priori, il y a de grandes chances qu'ils réagissent comme ça par peur. C'est juste que parfois la peur va être dirigée plutôt sur l'humain s'il a eu des mauvaises expériences avec l'humain, plutôt sur les gens, sur les chiens s'il a eu des mauvaises expériences avec les chiens, et ça peut être aussi par exemple sur les enfants pour les chiens qui ont eu des mauvaises expériences. Donc il faut toujours se dire que ça vient d'une peur et un chien n'a pas peur de tout, il va toujours avoir peur d'un stimuli bien particulier en fait. Moi j'ai l'impression que c'est parce qu'elle a peur qu'on m'attaque ou quoi. Non, c'est pas vraiment, ça c'est un peu, alors je vais dire, c'est un peu une vieille légende urbaine du chien qui veut défendre son maître. Alors ça existe, il y a un sport qui s'appelle la défense du maître, par exemple, c'est ce que la police font avec leurs chiens, mais c'est quelque chose, alors certains chiens l'ont de base, mais c'est très très rare. Donc c'est plus quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose d'inné, en tout cas chez la majorité des chiens. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, forcément le chien est près de vous, et donc quand les gens approchent, le chien va réagir parce qu'il est près de vous. Et souvent les gens se disent « Ah c'est chouette, en fait il essaye de me protéger ». De façon générale, non, le chien il protège juste ses fesses, et c'est pour ça qu'il aboie. Et comme il est près de vous, les gens se disent « Ah du coup c'est bien ». En fait c'est juste que
du coup, si le chien aboie, vous profitez de la protection du chien, mais son but primaire, c'est de se dire, ouais, moi je veux me protéger moi parce que j'ai peur et j'ai pas envie qu'on m'approche. D'autres questions? Je voulais savoir si vous aviez un avis par rapport à un comportement qu'ont les chiens parfois de se recouvrir d'excréments pour dissimuler leurs odeurs. Est-ce que vous avez des conseils à donner, une attitude à adopter dans ce cas de figure? Est-ce qu'il faut se montrer un peu sévère ou simplement accepter la chose? Alors, c'est un comportement fort emmerdant, hein, sans mauvais jeu de mots. Donc, pour que les gens comprennent bien, donc en fait, certains chiens, quand vous allez les balader en forêt, dans les champs, ont tendance en fait à se rouler dans principalement les cacas d'herbivores ou les cadavres d'animaux. En fait, c'est un réflexe que le chien a gardé au cours de l'évolution. C'est tout simplement pour masquer son odeur, parce qu'il se dit, voilà, si je suis recouvert de caca d'herbivores, je sens l'herbivore, et donc les proies ne vont pas sentir qu'il y a un chien à proximité. Ce qui est très dérangeant, parce qu'après vous êtes parti pour 2 heures de douche et de lavage sur votre chien, parce que c'est incrusté dans les poils. Et donc pour répondre à votre question, c'est un comportement en fait qui est naturel chez le chien. Alors il existe, de façon générale, on peut mettre ce qu'on appelle un interdit dessus, donc on peut faire un travail pour que le chien ne le fasse plus. Maintenant, la question c'est toujours dans quelle mesure est-ce que ça vaut le coup de le faire, en sachant que c'est un comportement naturel, que c'est pas vraiment quelque chose de dangereux. Alors, si vous me dites, voilà, moi je vais promener mon chien tous les jours dans les champs et tous les jours je dois le laver pendant 2 heures, oui, à ce moment-là, faites le travail, on peut faire ça, on peut déconditionner ce comportement-là. Maintenant, moi je vous dirais, si ça arrive une fois tous les 2 mois, a priori, ça vaut pas vraiment la peine d'entamer un travail pour faire ça, mais donc, oui, ça se travaille. Maintenant, toujours, le truc est de se dire, est-ce que le problème vaut vraiment la peine de déclencher tout un travail avec le chien? D'autres questions? Oui? Vous pouvez venir parce que de là tout en bas, je suis pas sûr de vous entendre. S'il vous plaît. On entend? Oui. Mais tantôt, j'entendais pas de là en fait. Moi, j'ai un petit loulou, un petit border aussi. Ouais. Et alors, quand il était petit, ça allait nickel. Maintenant, après, au fur et à mesure, en grandissant, il peut avoir cette tendance, il a déjà fait quelques bêtises, à bondir sur les cyclistes. Et maintenant, par exemple, le soir, quand je promenais avec lui nocturne, quand les voitures viennent ou croisent avec les phares, et il peut avoir tendance à sauter dessus aussi. Ouais. On m'avait évité ça, quoi. Ouais. Alors, donc le fait que le chien saute sur les cyclistes, en fait, ça apporte un nom, c'est ce qu'on appelle un réflexe moteur. Alors, le réflexe moteur, qu'est-ce que c'est? C'est que il faut savoir qu'il y a certaines races, chaque race de chien a été développée pour un but bien spécifique. Par exemple, le Golden, c'est un chien qui va aller dans les mares pour aller récupérer les canards. Le Border Collie, globalement les chiens de berger, sont programmés pour garder des moutons ou d'autres animaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a sélectionné les Border Collie pour leur vision au mouvement. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mouton qui quittait le troupeau, le chien il devait le remarquer, courir après, aller lui passer la patte. Forcément, le mouton, il paniquait. Et comme c'est un animal de troupeau, il va rejoindre le troupeau pour augmenter ses chances de survie. Et donc, vous avez certains chiens qui ont ce qu'on appelle un réflexe moteur. Donc, le réflexe moteur, c'est un comportement type pour lequel la race a été développée. Et c'est ce qui se passe. Comme ici, votre chien n'a pas de mouton, il va se dire, moi du coup, je vais sauter sur les objets en mouvement. Et donc, ça peut être les vélos, ça peut être les voitures. Pour lui, c'est un gros animal qui court vite. Et donc, il peut se jeter dessus. Alors, il faut savoir que c'est un comportement, en fait, qu'on peut déconditionner à nouveau. Ça demande parfois un peu plus de travail parce que selon la génétique du chien, ça peut être beaucoup plus ancré chez un individu que chez un autre. Mais en fait, à nouveau, on peut déconditionner ce travail-là pour faire perdre un réflexe moteur. C'est quelque chose qui se travaille. Et dans ce cas-là, il vaut mieux vraiment le travailler parce que
notamment avec les voitures, là c'est hyper dangereux parce que s'il se fait cartonner par une voiture, il y aura plus de deuxième fois. Donc c'est quand même un travail qui peut lui sauver la vie. Revenez. Pour rebondir sur ce que vous dites en fait, parce que du coup, au fur et à mesure, j'observe beaucoup tous les contextes de situation. Et là, pour l'instant, je suis en train de suivre une formation Esprit Dog pour chien agressif. Et alors, je remarque pour l'instant qu'il y a un certain cas de figure, il ne va pas y aller. Et ça, je remarque que du coup, au fur et à mesure, je deviens plus anxieux, du coup, j'avertis. Et du coup, dès que je donne un ordre de ne pas bouger, c'est ça qui va foncer, par exemple. Alors qu'il y a d'autres moments, j'essaie de continuer ma promenade tranquillou, et là, il ne va pas réagir, il ne va pas y aller, Alors, je vous explique. Alors déjà, c'est pas bien parce que vous allez chez la concurrence, mais c'est pas grave. Alors, je ne sais pas comment Esprit Dog travaille, donc je vais pas pouvoir vraiment répondre par rapport à ça. Maintenant, effectivement, il y a une incohérence dans le fait de donner un ordre. C'est-à-dire que si mon chien voit une voiture passer et que, par exemple, la technique, ça va être de lui dire, à chaque fois qu'il y a une voiture qui vient, tu t'assois. Le message que vous lui envoyez, c'est attention, il y a une voiture, c'est dangereux, surtout tu dois t'asseoir. Et donc là, le chien, vous le mettez déjà dans une optique où il se dit « Oh putain, il se passe un truc, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et donc, il va être hyper attentif sur la voiture et donc justement, ça va déclencher encore plus ce réflexe moteur. Là où au contraire, si vous êtes neutre et que vous n'anticipez pas le problème, que vous vous baladez tranquillement, alors moi je dis toujours aux gens, tenez-le quand même fermement, parce qu'on part toujours du principe qu'il va sauter dessus. Il vaut mieux être prêt et qu'il ne saute pas que ne pas être prêt et il le fait. Mais à ce moment-là, en fait, si vous êtes calme, détendu, que vous ne lui dites pas attention, il va se passer un truc, a priori, le chien ne réagira pas, ou en tout cas réagira moins, parce que vous n'avez pas pointé le problème du doigt, et donc il n'y fera pas spécialement attention. Plus on a l'air nerveux, et ça c'est valable pour tout, même parfois les chiens qui sont réactifs envers les autres chiens, parfois les gens se stressent, on voit un chien au loin, et on est déjà avec son chien, attention, calme, pas bouger, tu peux pas, assis. Et en fait le chien il est déjà hyper stressé au moment de faire le passage, et donc forcément ça se passera pas bien. Mais donc c'est plus des protocoles où on va déconditionner le comportement au moment où il le fait, mais il faut jamais être dans l'anticipation du truc, sinon vous risquez d'aggraver le problème. D'autres questions? Ouais. Nous aussi, on a pris des cours sur l'Esprit Dog. Désolée. Mais ça nous a bien aidé, franchement. Ouais. Et alors, je voulais savoir par rapport au temps de balade, parce qu'on nous raconte aussi tout et n'importe quoi. Et je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Alors, le temps de balade, donc je vais vous répondre que globalement, ça dépend du chien, de la race et surtout de son âge. Alors, si vous avez un jeune chien, donc jeune chien, j'entends jusqu'à l'âge de 1 an. Jusqu'à l'âge de 1 an, il y a une petite formule pour les promenades. C'est qu'en fait, vous faites le nombre de mois qu'a votre chien, plus 1, vous allez arriver à un nombre, vous faites x5 et vous avez le temps de balade. Donc, je prends par exemple un exemple, vous avez un chiot qui a, 2 mois et quelques jours. Du coup, 2 mois plus 1, ça fait 3, x 5, 15 minutes. Et donc, le chien, vous pouvez le sortir 15 minutes. Une fois que le chien a plus d'1 an, la règle est levée. Donc, si vous voulez vous balader 3 heures avec votre chien, il n'y a aucun souci, vous pouvez le balader pendant 3 heures. Maintenant, ça dépend aussi. La balade, c'est un peu comme un sportif qui va s'entraîner. C'est-à-dire que si vous avez un chien qui n'est jamais sorti de sa vie ou qui fait des petites balades dans le quartier d'une demi-heure chaque fois et que vous lui dites « Allez mon bonhomme, c'est parti pour 3 heures de balade », le chien, il n'a pas la condition physique pour peut-être tenir aussi longtemps. Pareil, si vous avez un vieux chien, il faut pas trop lui imposer. Donc, ça va dépendre un peu. Vous avez déjà, de façon générale, des races de chiens qui sont plus endurantes que d'autres parce que justement elles ont été sélectionnées pour leur endurance. Donc ça va dépendre un peu. Moi je pense que c'est surtout il faut regarder son chien et voir un peu
comment lui réagit. À partir du moment où vous voyez qu'il commence à se coucher, à s'arrêter, que vous voyez qu'il commence, en fait, c'est surtout ça le truc, c'est que souvent le chien, quand vous le baladez, il va être soit à côté, soit le plus souvent devant vous. Quand vous voyez qu'il commence à passer derrière vous, ça veut dire je suis crevé, j'en ai marre, quand est-ce qu'on rentre? Et donc c'est à vous de savoir un peu à quel niveau il est endurant et pas lui en demander trop non plus, quoi. D'autres questions? Oui. Pour déconditionner un chien peureux, ça prend combien de temps? Alors, pour déconditionner un chien peureux, ça prend combien de temps? Eh ben, même moi, je ne saurais pas vous donner une réponse à cette question. Alors, je vais quand même vous dire que ça va plus vite que ce qu'on ne pense. Maintenant, ça va dépendre, si vous voulez, du niveau de peur du chien. C'est-à-dire que si c'est juste, voilà, il n'a pas été spécialement sociabilisé et il faut juste le reconditionner, lui refaire voir un peu des choses, ça va aller très très vite. Comptez globalement, un chien, on peut le déconditionner en 1 ou 2 semaines. Donc c'est un travail qui est relativement rapide. Maintenant, si vous prenez le cas d'un chien qui a été récupéré parce que, par exemple, il a été battu et que vous avez un niveau de traumatisme très très fort sur le chien, forcément, là, ça va vous prendre plus que 2 semaines. Et donc ça va dépendre un peu. Et on va voir, en fait, en fonction de à quel niveau, on va dire, il est marqué. Et en fait, sur base de ça, on va adapter le travail. Soit on va se dire, OK, on va juste qu'il est un peu peureux et on peut vraiment y aller franco et ça va aller vite. Soit on va se dire, si on voit vraiment qu'il a des traumatismes, on va se dire, OK, on va quand même lever le pied, on va faire attention et on va y aller plus en douceur. Maintenant, c'est quelque chose qui va quand même, qui doit aller, je veux dire, relativement vite. Alors, je mets des gros guillemets, c'est-à-dire que pour reconditionner un chien, c'est, je veux dire, même s'il a eu des gros traumatismes, c'est 2-3 mois. Si on vous dit ça va prendre 2 ans, c'est que la méthode n'est pas bonne. Donc c'est quand même relativement rapide. Et ça, je le dis pour tous les problèmes de comportement. Quand vous avez un chien, que vous faites un travail avec votre chien, vous devez voir les résultats tout de suite. Alors quand je dis voir les résultats, c'est pas le problème est réglé, mais vous devez voir une amélioration. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est que vous faites fausse route au niveau de la méthode. Donc on doit toujours voir une progression, peu importe le comportement qu'on essaye de travailler. Et ça je le dis parce que parfois j'ai des gens justement qui vont aller au club ou qui vont voir un autre comportementaliste. Et en fait ça fait 2 mois qu'ils font le travail et les gens disent, avec plaisir, et les gens disent, ça fait 2 mois que je le travaille, je vois pas encore d'amélioration, mais on m'a dit que ça allait venir plus tard. Non, si après 2 mois il n'y a rien qui bouge, ça bougera pas plus tard. D'autres questions? Avec plaisir. Plus de questions 1 fois? Plus de questions 2 fois? Plus de questions 3 fois? À te juger, la conférence est terminée. Merci à tous. Qu'est-ce que tu dis, Lika? La plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne? Allez, abonne-toi.